Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, je vais aborder les paragraphes du chapitre 2, les échanges gazeux chlorophylliens et la production de la matière organique, qui entre dans la deuxième unité intitulée La production de la matière organique et le flux d'énergie. Donc, vous savez que la plante nécessite les sels minéraux et l'eau H2O absorbée par les racines et aussi nécessite CO2 et O2. Donc la plante absorbe CO2 et dégage O2 et elle synthétise la matière organique. Donc, dans cette partie, on va essayer de répondre à ces questions suivantes. Donc, comment peut-on mettre en évidence ces échanges gazeux? Donc, on sait déjà qu'il y a des échanges gazeux entre la plante et le milieu extérieur. Donc, on va essayer de les mettre en évidence. Quels sont les facteurs influençant ces échanges? Quelles sont les structures responsables sur ces échanges? Et la dernière question, quelle est la nature de la matière organique produite par les végétaux chlorophylles? Donc, commençons par l'activité numéro 1, mise en évidence des échanges gazeux chlorophylliens. Donc, pour mettre en évidence les échanges gazeux chlorophylliens chez une plante chlorophyllienne, par exemple une plante aquatique qui est l'élodée, a été cultivée dans un tube bien fermé pour limiter les échanges entre le tube et le milieu extérieur et surtout limiter les échanges gazeux. On a mis des capteurs CO2 et O2. Les capteurs CO2 et O2 sont des électrodes qui permettent la détection de la variation de la concentration des gaz. Donc, pour suivre l'évolution des concentrations de ces deux gaz en présence de la lumière et en absence de la lumière, c'est-à-dire pendant l'obscurité, en utilisant l'EXAO. L'EXAO, c'est-à-dire expérience assistée par ordinateur. Voici des photos qui représentent l'EXAO. Donc, auparavant, on est obligé de lancer l'expérience et de rédiger les résultats sur des papiers. Après, il faut tracer les tableaux et les courbes. Mais en utilisant l'Exao, donc il nous permet de transférer les résultats vers un ordinateur qui nous permet de tracer les tableaux et les graphiques facilement. Donc voici, il y a l'expérience et il y a l'Exao qui contient un ordinateur et transformateur qui permet de transformer les résultats. Et un schéma qui représente les différents composants de l'examen. Donc, les résultats de cette expérience sont représentés dans le graphique ci-dessus. Donc, voilà un schéma qui représente l'expérience et les résultats sont sous forme du graphique. Donc, toujours, il faut essayer de lire les graphiques, c'est-à-dire déterminer les variables. Donc, on a ici trois variables. Donc, on a la concentration d'O2 en micromol par litre, concentration de CO2 en micromol par litre et le temps. Et on a trois axes. Donc, même si on a trois axes, il faut toujours commencer la lecture par 0 et ne pas commencer par 4:30 minutes. Donc, pour faire la lecture de la courbe de la concentration d'O2, donc je vais commencer par le 0 et utiliser cet axe. Et pour suivre les variations de la concentration de CO2, je vais commencer
toujours par le 0 et suivre cet axe. Donc, pour faire la description ou bien l'analyse, donc il faut déterminer les variations. Donc, on peut distinguer trois variations, soit une augmentation, ou bien une diminution, ou bien une stabilité. Pendant la description, on n'est pas obligé de signaler les valeurs des variations, mais pendant l'analyse, on est obligé de les signaler. Donc, prenons par exemple la variation de la concentration d'O2. Donc, on peut observer qu'il y a une diminution, puis une augmentation, puis une diminution. Pour la variation de la concentration de CO2, donc on a une augmentation, une diminution, puis une faible augmentation. Donc par la suite, on va essayer de relier ces variations par l'axe du temps. Donc pendant l'obscurité, donc on constate qu'il y a une diminution de la concentration d'O2 et augmentation faible de la concentration de CO2. Pendant la lumière, on a l'inverse, c'est-à-dire on a augmentation de la concentration d'O2 et diminution de la concentration de CO2. Et on a la même chose pendant l'obscurité. Donc on a diminution de la concentration d'O2 et faible augmentation de la concentration de CO2. Pour faire l'analyse, il suffit de signaler les valeurs. C'est-à-dire, par exemple, on va dire, d'après la courbe, on constate que la concentration de CO2 diminue de la valeur 400 micromoles par litre. Il faut signaler les valeurs, les unités. Donc, diminution de 400 micromoles par litre jusqu'à à peu près 480 de 0 à 1,30 minutes pendant l'obscurité. Et la même chose pour la lumière et la même chose pour l'obscurité. Donc, la lecture attentive des données nous permet de répondre à plusieurs questions. Donc, voilà la question qui se pose. Décrire les courbes obtenues. Que peut-on déduire? On a déjà fait la description. Donc, on n'est pas obligé de faire l'analyse parce que la question demande seulement la description. Maintenant, la déduction. Et faites attention au verbe d'action. Donc, on a pendant l'obscurité diminution de la concentration d'O2 et augmentation de la concentration de CO2. Et puisque le tube est bien fermé, donc il n'y a aucun échange entre le tube et le milieu extérieur. Donc, le volume d'O2 est diminué est dû à, ou bien la diminution de la concentration d'O2 est due à l'absorption de ce dernier par la plante. Par contre, l'augmentation de la concentration de CO2 est due au dégagement de ce dernier par la plante. Donc, pendant l'obscurité, la plante absorbe l'O2 et dégage ou bien libère CO2. Pendant la lumière, donc l'augmentation de la concentration d'O2 est due à l'absorption de ce dernier par la plante et la diminution de la concentration de CO2 est due à l'absorption de ce dernier par la plante. Et la même chose pour la deuxième période de l'obscurité. Donc voilà la déduction. Donc on peut déduire que la plante absorbe l'O2 et dégage CO2 pendant l'obscurité et dégage O2 et absorbe CO2 pendant la lumière. Donc voilà les réponses, c'est vous voulez les écrire dans vos cahiers. Donc, on a pendant l'obscurité, la concentration d'O2 diminue, absorbée par la plante. Par contre, la concentration de CO2 augmente, dégagée par la plante. Pendant la lumière, la concentration d'O2 augmente, par contre, celle de CO2 diminue.
Donc, on peut déduire qu'il y a absorption de CO2 et dégagement d'O2 pendant la lumière. Donc, c'est la photosynthèse. Et absorption d'O2 et dégagement de CO2 pendant l'obscurité, c'est la respiration. Donc, on va étudier dans cette année la photosynthèse seulement. L'année prochaine, vous étudierez la respiration. Passons maintenant à l'activité numéro 2, et dans laquelle on va déterminer les facteurs influençant les échanges gazeux chlorophylliens. Donc, commençons par l'effet de la température. Donc, pour mettre en évidence l'action de la température sur le rejet d'O2 chez une plante chlorophyllienne, une manipulation a été réalisée dans laquelle l'intensité lumineuse et la concentration de CO2 sont fixées. Donc, les résultats obtenus sont représentés dans le graphique ci-contre. Donc, il faut toujours lire attentivement les données. Donc, on a ici un graphique. Donc, toujours, on va déterminer les grandeurs étudiées. Donc, on a le volume net d'O2 dégagé et la température en degrés Celsius. Donc, le volume net d'O2 dégagé représente l'intensité photosynthétique. Donc, et on va déterminer les variations. Donc, on a à une température de moins 10 degrés Celsius, alors on a le volume net d'eau dégagé égal à 0. Mais elle commence à augmenter avec l'augmentation de la température jusqu'à une valeur optimale. Puis, elle diminue avec l'augmentation de la température. Et pour la courbe DCA, donc on a une diminution de volume net d'eau dégagé avec la diminution de la température, mais elle n'atteint pas la même valeur maximale obtenue auparavant dans la première courbe. Et on a ici des flèches. Alors, c'est-à-dire que le volume net d'O2 augmente avec l'augmentation de la température et diminue avec la diminution de la température, mais dans la courbe AP seulement. Mais dans la courbe BD, alors on a une diminution de volume net d'O2 dégagé avec l'augmentation de la température, mais on n'assiste pas à une diminution de volume net avec la diminution de la température. Et on a la courbe DCA. Donc maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Donc d'écrire la courbe obtenue, on a déjà fait la description. Donc interpréter les résultats obtenus. Dans l'interprétation, toujours on essaie de répondre à la question pourquoi, c'est-à-dire on donne une explication. Donc on a ici le volume net d'eau dégagé égal à 0 dans une température de moins 10 degrés Celsius. Donc on peut expliquer ça par le fait que les protéines responsables sur les échanges gazeux donc sont inactives, mais elles sont activées avec l'augmentation de la température. Donc on va expliquer la diminution de volume d'eau dégagé avec l'augmentation de la température par la diminution de l'activité des protéines avec l'augmentation de la température. Et dans la courbe DCA, donc on assiste à une diminution de volume d'eau dégagé, mais elle n'atteint pas la même valeur maximale. Donc on peut expliquer ça par la destruction de la plupart des protéines intervenant dans les échanges gazeux. Et ça, c'est la signification de cette flèche. C'est-à-dire, il y a une réversibilité, c'est la température dépasse
la valeur maximale, c'est-à-dire à peu près 37 degrés Celsius. Et les échanges gazeux s'annulent au-delà de 50, donc on peut expliquer ça par la destruction totale des protéines intervenant dans les échanges gazeux. Donc que peut-on déduire? Donc on peut déduire que la température représente un facteur limitant pour les échanges gazeux. Donc voilà les réponses. Donc aux basses températures, la photosynthèse nette, c'est-à-dire le volume d'eau dégagé, est très faible. Elle augmente avec l'augmentation de la température. Le maximum de volume d'eau dégagé est atteint à 37 degrés Celsius. C'est la température optimale. Au-dessus de 40 degrés, la photosynthèse nette diminue rapidement pour s'annuler vers 50 degrés Celsius. Donc au niveau du point A, au-delà de la température, où la température est moins 2 degrés Celsius, donc l'intensité de la photosynthétique est nulle car les protéines qui interviennent dans la photosynthèse sont inactives. Mais elles reprennent leur activité progressivement avec l'augmentation de la température. Au-delà de 40 degrés Celsius, l'intensité photosynthétique diminue car les protéines sont détruites par l'excès de température, ce qui explique la courbe dA. Et ceci est irréversible. Donc on peut dire que la température influence les échanges gazeux. Donc c'est un facteur limitant. Passons maintenant pour étudier l'effet de l'intensité lumineuse. Donc afin de déterminer l'effet de l'intensité lumineuse sur le rejet d'O2 par une plante chlorophyllienne, une comparaison entre une plante de soleil et celle d'ombre dans le but de mesurer le volume d'O2 libéré par les deux plantes en fonction de l'intensité lumineuse. Donc voilà les résultats et les questions. Donc le graphique représente la variation de volume d'O2 par unité de masse sèche par unité de temps qui varie en fonction de l'intensité lumineuse. Donc pour faire la description, donc c'est simple, donc on peut constater que pour la plante de soleil, donc on a le volume d'O2 dégagé qui est égal à 0, qui est égal à une valeur négative. Donc il y a une absorption d'O2 avec une intensité lumineuse qui est égale à 0. Puis le volume d'O2 dégagé augmente avec l'augmentation de l'intensité lumineuse jusqu'à une valeur, puis il devient stable. Pour la plante d'ombre, la même chose. Donc on a le volume d'O2 qui est égal à une valeur négative dans une intensité lumineuse qui est égale à 0. Puis il commence à augmenter avec l'augmentation de l'intensité lumineuse, mais il commence à diminuer avec l'augmentation de l'intensité lumineuse. Donc voilà la description. La deuxième question, quelle est la signification des deux points E, C et ES? Donc on a ici la valeur négative de volume d'O2, c'est-à-dire que il y a une absorption d'O2, puis il y a cette valeur qui augmente jusqu'à la valeur 0, c'est-à-dire il y a une compensation. Donc c'est le point de compensation de volume d'O2 dégagé. Donc on passe progressivement de la respiration vers la photosynthèse. Donc ici, le volume d'O2 dégagé égale au volume d'O2 libéré, absorbé. Et ES, c'est le point de saturation, c'est-à-dire que la plante atteint leur maximum, c'est-à-dire que la plante
n'est pas capable d'absorber beaucoup de lumière. Donc, que peut-on déduire à propos de l'effet de l'intensité lumineuse sur les échanges gazeux chlorophylliens? Donc, pour la plante de soleil, donc il y a un effet positif, c'est-à-dire il y a augmentation de l'intensité photosynthétique avec l'augmentation de l'intensité lumineuse. Puis il y a une saturation. Mais pour la plante d'ombre, donc il y a une augmentation de l'intensité photosynthétique avec l'augmentation de l'intensité lumineuse, mais il y a une diminution de l'intensité photosynthétique avec l'augmentation de l'intensité lumineuse, donc elle cause un effet négatif pour la plante d'ombre. Donc on peut déduire que l'intensité lumineuse représente un facteur limitant pour les échanges gazeux. Donc d'après la courbe, on constate que pour la plante, le volume d'eau libéré augmente avec l'augmentation de l'intensité lumineuse, puis devient stable. Pour la plante d'ombre, le volume d'eau libéré augmente avec l'augmentation de l'intensité lumineuse, puis elle diminue avec l'augmentation de l'intensité lumineuse. Donc le point EC représente la valeur de l'éclairement où la photosynthèse compense la respiration. C'est-à-dire que la photosynthèse nette est nulle. Le point ES correspond à l'intensité d'éclairement saturante où la photosynthèse est maximale et stable, quel que soit l'éclairement. On déduit que l'intensité lumineuse aussi l'un des facteurs principaux influençant les échanges gazeux chlorophylliens d'une manière positive plante de soleil ou négative plante d'ombre. Donc, le dernier facteur, c'est la concentration. Donc, cette manipulation a été réalisée dans ces conditions. Température 19 degrés, fixe. Intensité lumineuse, lampe de 100 watts à une distance de 20 cm, c'est-à-dire ce facteur est fixe. Durée d'éclairage 9 minutes, fixe. Solution KHCO3 de concentration différente, c'est la source de CO2. Matière vivante, branche d'une longueur de 10 cm à 15 cm d'une plante chlorophylle. Donc les résultats, on a la courbe suivante, donc qui représente la variation d'O2 dégagée en fonction de la teneur en CO2. Donc la question d'écrire la courbe obtenue. Donc on peut constater que le volume d'eau dégagé par unité de temps augmente avec l'augmentation de la température, puis il devient stable dans la valeur 0,1% de CO2, puis il commence à diminuer à partir de 2% de CO2. Donc, expliquer le résultat. Donc, ici, la plante utilise CO2 et dégage O2. Donc, c'est pour cela il y a le volume de 2 qui augmente avec l'augmentation de CO2. Donc, la stabilité, on peut expliquer ça par que la plante atteint leur maximum, c'est-à-dire elle ne peut pas absorber assez de CO2. Ici, on a une diminution de l'intensité photosynthétique au-delà de 2% de CO2, c'est-à-dire que l'excès de CO2 cause un effet négatif sur la plante. Donc, on peut déduire que la concentration de CO2 est un facteur limitant aussi pour les échanges gazeux. Donc, la dernière question, sachant que le taux de CO2 dans l'air ne dépasse pas 0,003%, que peut-on déduire sur le rendement de la plante cultivée? Donc, pour que la plante cultivée atteigne leur maximum, bien les valeurs optimales, donc il faut que la concentration de CO2 égale à 0,1%.
Et puisque cette valeur est très supérieure à la valeur de CO2 dans l'air, donc les plantes cultivées n'atteignent jamais leur optimal. Et par conséquent, le rendement sera faible. Donc on observe que le taux d'O2 absorbé par la plante augmente avec l'augmentation de la teneur en CO2 jusqu'à 0,1%, puis il devient stable, après il commence à diminuer à partir de 2% de CO2. La saturation du taux de CO2 absorbé s'explique par le fait que la plante atteint sa capacité maximale d'absorption. On déduit que la concentration externe de CO2 est l'un des facteurs principaux influençant les échanges gazeux. Puisque l'air ambiant ne contient qu'un taux faible de CO2, environ 0,03, et par conséquent les plantes n'atteignent jamais leur capacité maximale d'absorption de CO2, donc le rendement des plantes cultivées sera faible.